Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Les micros fonctionnent. Vous nous entendez bien? Ah, mais oui, c'est merveilleux. Bonjour. Au nom du Point, je suis très heureux de modérer, comme on dit. J'aime beaucoup le mot modérer, c'est toujours bon signe parce que ça veut dire que c'est très énergique et qu'il faut vraiment contrôler la situation. Donc de modérer cette rencontre autour du mécénat. Alors l'intitulé est un peu énigmatique, à moins que ce ne soit que du pragmatisme. Tous mécènes entre passion et devoir. Tous mécènes d'abord. J'y vois, moi, une référence à 2 récentes acquisitions artistiques, l'une par le Louvre, c'était même le slogan de cette opération, Tous mécènes. L'acquisition des 3 grâces de Cranach, acquisition permise par une levée de fonds publics en sus de la contribution du cabinet de conseil Mazars. Et l'autre par le Louvre et le Musée des Beaux-Arts de Lyon,
La fuite en Égypte de Nicolas Poussin, acquisition permise par une colossale entreprise de financement croisé qui regroupait, alors tenez-vous bien, le Louvre, une vingtaine d'entreprises dont AXA, Total, WebHelp, le groupe Mazars, encore décidément, le musée de Lyon, oui, et en plus de ces entreprises, le musée de Lyon, la Fondation Léa et Napoléon Bouloukian, un autre collège d'entreprises réunis pour accueillir les promesses de dons, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, le Crédit Agricole Centre-Est, CEB, Biomérieux, Toupargel, CIC Lyonnaise de Banque, etc. etc. Et enfin, évidemment, l'action de la ville de Lyon et de la région Rhône-Alpes qui ont également participé à cette acquisition. Alors ces deux cas d'école, qui sont deux cas récents, de colossales entreprises de financement, je le disais, deux cas qui en disent long sur la complexité de notre sujet, sa difficulté, mais aussi son formidable intérêt. On a parlé de tous mécènes, maintenant on a entre passion et raison. Alors moi j'y vois, et après je ne parlerai plus, une sorte de ligne de crête entre ce qui relèverait de l'enthousiasme, c'est-à-dire étymologiquement le fait d'être habité par un dieu, une forme d'élan incontrôlé donc, et puis ce qui relèverait de l'autre côté d'un examen aigu et réfléchi d'une situation donnée, dans une sorte de recherche de maîtrise de ses passions, d'une quête de l'équilibre, et pourquoi pas aussi de certains avantages. Avantages fiscaux d'ailleurs, montrés du doigt par certaines personnalités au plus haut niveau de l'État, puisque Jérôme Cahuzac, je le rappelle, a parlé de niche fiscale à propos des avantages donc fiscaux qui découlent de la loi française de mécénat de 2003, dite loi Ayagon. Passion et raison, enthousiasme et équilibre. Pour parler de cela, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 4 personnalités à la fois enthousiastes et équilibrées. Je vous les présente. Patricia Barbizet, directrice générale d'Artémis, mélomane avertie. Vous présidez l'association des Amis de la Cité de la Musique Salle Pleyel et siégez au conseil d'administration, entre autres, de l'Opéra de Paris et de la Réunion des musées nationaux. Anne Belvez, directrice de Mazars Russie, une spécificité sur laquelle nous reviendrons. Le groupe Mazars, je les ai cités 2 fois, mène une politique très ambitieuse de mécénat, on vient de le voir, et vous-même en Russie développez une politique qui fait beaucoup pour le rayonnement de la France. Jean-Luc Choplin, à gauche, directeur général du Théâtre du Châtelet, surnommé l'Enchanteur du Châtelet, diplômé de l'École normale de musique de Paris, diplômé également en sciences économiques, ce qui vous met vraiment au cœur et au carrefour de ce sujet. Vous avez travaillé pour l'Opéra de Marseille, pour l'Opéra de Paris, vous avez été le conseiller de M. Eisner, le président de Disney. Vous êtes connu pour dynamiter les frontières entre des univers culturels qui habituellement ne se parlent pas. Je pense à l'opéra. Et à un opéra que vous aviez confié à la star de la pop britannique Damon Albarn. Ça s'appelait Monkey Journey to the West et j'en ai gardé un excellent souvenir. Olivier Mantéi, enfin, à ma gauche, vous êtes co-directeur du Théâtre des Bouffes du Nord, directeur adjoint de l'Opéra Comique, ce qui me fait déceler chez vous une certaine tendance à la schizophrénie, qui me plaît beaucoup. Vous avez été aussi administrateur général d'Accentus, premier chœur de chambre française, où vous êtes d'ailleurs attaché, investi dans le développement du mécénat. Et je rappelle une petite anecdote qui ici a beaucoup de sens. En 2011, pour monter Au Mensch, qui était un opéra contemporain de Dussapin sur des poèmes de Nietzsche, vous avez fait appel à la générosité de 27 donateurs particuliers. Alors vous connaissez un petit peu les balises qui vont jalonner cette rencontre. Nous allons bavarder quelques minutes ensemble. Ensuite, je passerai la parole à un panel d'étudiants qui sont en principe assis au premier rang, j'en reconnais certains. Et puis ensuite, la salle entrera à son tour dans le débat. Alors première question, elle est générale, elle est historique. Elle s'adresse à vous tous et toutes. Est-ce que quand on dit mécène aujourd'hui, il faut encore avoir à l'esprit la longue tradition de protecteurs des arts et des lettres du mécénat qui s'incarne par exemple en celui qui a donné son nom au mécénat, Caius Silnius Maecenas, alias Mécène, qui était un proche de l'empereur Auguste et qui, dans la Rome du 1er siècle, consacra sa fortune et son influence à défendre les arts, la culture. Je dis mécène, je pourrais parler de Laurent de Médicis. Est-ce qu'on pense encore à lui quand on se veut mécène? Patricia Barbizet, peut-être? Bonjour. Ça marche. Voilà. Bonjour à tous. Alors, eux, je ne les ai pas tous connus directement, mais est-ce qu'on pense encore à une tradition? Oui, sûrement. Je pense que c'est vrai que le mécénat s'inscrit quand même dans une histoire, une culture, des habitudes et la vie depuis très longtemps autour des arts et des lettres, de la culture en général et de bien d'autres choses, parce qu'au fond, le mécénat recouvre aussi bien d'autres choses.
Alors, à l'inverse, est-ce que ça ressemble à ce que c'était? Sûrement pas. Et c'est sûrement adapté à l'époque de maintenant, je pense, avec à la fois toutes les composantes qui traitent du mécénat individuel et du mécénat d'entreprise, puisqu'une partie des grands mécènes de la Renaissance ont probablement maintenant pris la forme d'entreprise plutôt que simplement de personnes. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Et puis il y a tout ce qui se passe et qui est maintenant probablement plus encadré, comme il doit l'être quand il s'agit notamment d'entreprises mécènes ou d'avantages fiscaux. Et donc je pense qu'on vit dans un monde où la notion de mécénat existe avec cette grande tradition, où la façon dont elle s'applique est certainement plus organisée, et du coup elle est probablement plus raisonnée, à la fois dans ce qu'on a envie de faire, dans les causes qu'on a envie de soutenir, dans la façon dont on les soutient, et dans qui soutient quoi, en échange d'ailleurs de quoi. Donc je pense que ça a poussé à une beaucoup plus grande réflexion, sur laquelle on reviendra probablement tout à l'heure. Donc oui, sûrement la tradition est dans la modernité de maintenant. Olivier Mantéi, Jean-Luc Choplin, est-ce que vous cherchez, vous, quand vous cherchez à monter un spectacle, une sorte de Laurent de Médicis, de mécène tout-puissant qui viendrait vous aider à réaliser ces choses? Je pense à ça parce que, Mantéi, pour Au Mensch, vous aviez utilisé la comparaison, que le public était comme le prince commanditaire de l'événement. Dans nos métiers, on cherche toujours des mécènes, même en période où tout va bien. Et la période de crise, finalement, réduit un peu nos ambitions, mais le désir d'avoir des mécènes, on l'a toujours eu, et je pense qu'on l'aura toujours, tout simplement parce que, quelles que soient les difficultés que l'on a, même quand on n'en a pas, d'avoir des mécènes, ça permet de faire mieux. Donc il n'y a pas forcément un lien de corrélation sur le travail que l'on mène auprès des mécènes et avec eux, et une situation de crise. Dans le cas de Au Mensch, en effet, alors vous parliez de schizophrénie, je ne pensais pas dévoiler immédiatement un trait de je vous ai percé à jour. Caractère. Oui. Schizophrénie parce que je suis sur deux établissements complètement différents d'un certain point de vue. Il y en a un qui traite de l'opéra, qui est en lui-même un vecteur très positif pour le mécénat, on le sait, hein, l'établissement qui draine le plus de mécènes aujourd'hui est l'Opéra de Paris, et le théâtre qui, lui, parmi les arts du spectacle vivant, est le parent pauvre du mécénat. En plus, l'Opéra Comique est situé dans un quartier parisien où il est bon d'organiser des soirées. Le Théâtre du Bouffe du Nord présente tous les désavantages de l'accès du quartier. Dites qu'il est moins central. Il est moins central, moins facile d'y arriver, et le contexte lui-même du lieu, hein, très plus étroit. Et donc, Au Mensch, c'était donc un opéra de Pascal Dussapin. C'était une manière aussi, avec le Cercle des partenaires que nous avons créé sous l'impulsion de Fatine Leit et d'une équipe qui travaille avec elle, c'était de déconcentrer le problème et d'axer la recherche du mécénat sur l'objet plutôt que le lieu, qui par ailleurs, et c'est un peu le paradoxe, le lieu est un symbole international très fort. Les Bouffes du Nord, c'est une marque internationale. Les Américains ont reconstruit le théâtre à Brooklyn. Donc c'est à la fois dans un quartier populaire qui ne se prête pas tellement à des opérations de mécénat, et en même temps, c'est porteur d'un message, d'un projet culturel, d'un projet social très fort. Et donc il y a une dichotomie. Et c'est pour ça que le public avait été amené à... Vous aviez utilisé cette comparaison, le public devient le prince commanditaire. Alors, comme sur à la Au Mensch Renaissance particulièrement, donc on s'est dit, on va restaurer un peu la pratique ancienne du mécénat spontané, individuel, pour passer commande d'une œuvre à un compositeur. Pour ça, on a eu la complicité du compositeur lui-même, parce qu'il a fallu imprimer un très bel objet, une partition numérotée avec des photos originales, enfin un livre d'art finalement, qui était la contrepartie matérielle du geste immatériel du don. Le contre-don. Le contre-don. Et on a fixé un objectif de 30 donateurs. Le prix d'accès était, avant la défiscalisation, était à 3 000 €. Et on a mobilisé un certain nombre de partenaires qui n'étaient ni des entreprises, qui pouvaient être
non pas tout le monde, parce que c'est quand même une somme, mais qui devenait un peu accessible à un certain nombre de personnes. Oui, vous avez rappelé justement le don et le contre-don. Jean-Luc Choplin, qu'est-ce que vous offrez en termes de contre-don quand on donne, quand on mécène le théâtre du Châtelet? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez constamment à l'esprit? Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir en échange? Puis après, on demandera à Anne Belvez. Oui, je crois qu'il faut d'abord revenir à la définition du mécénat, puisqu'au fond, le mécénat, c'est d'abord une définition fiscale. Enfin, évidemment, ça fait beaucoup moins rêver que Maecenas et l'origine. La loi Yagon. Voilà, ça fait beaucoup moins rêver, mais c'est une définition fiscale, à savoir c'est un don sans contrepartie pour quelque chose d'intérêt général. Donc, si vous voulez, je veux dire, c'est en tout cas ce qui est retenu par le Code des impôts, c'est ce qui encadre en quelque sorte le mécénat. Alors, pour peut-être donner quelques chiffres, enfin pour cadrer un petit peu l'importance de la chose, le mécénat aujourd'hui, c'est à peu près 1,9 milliard à peu près, hein, donc qui est donné en mécénat. La partie culturelle de ce mécénat, c'est 36% de la somme, à peu près 975 millions. Il y a 86% des entreprises qui mécènent sont des PME. Évidemment, dans la partie de ce qui est apporté, évidemment, ce sont les plus grandes entreprises qui sont en quelque sorte les plus généreuses parce qu'elles le peuvent, tout simplement, ou les plus... C'est vrai que c'est celles qu'on a tendance à voir davantage, les grandes entreprises. Et les plus dynamiques. Le mécénat est passé d'une période, suivant la formule très jolie de Jacques Rigaud, le président ou d'honneur peut-être de l'Amicale, d'un mécénat de contribution à un mécénat d'initiative, c'est-à-dire qu'au fond, il y a maintenant un désir de, alors le mot est inadéquat en l'occurrence, mais de partenariat, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise culturelle et l'entreprise tout court essayent de se rapprocher sur un certain nombre de valeurs, essayent de retrouver, de se dire sur quoi... Vous auriez un exemple à nous donner, par exemple, pour ce qui vous concerne? Oui, une entreprise oui, avec laquelle... je peux donner un exemple, puisqu'il n'est plus d'actualité d'ailleurs chez nous. Par exemple, nous avions fait un partenariat et un mécénat, pardon, avec l'entreprise Accor. C'est drôle le lapsus. On pourrait dire partenariat, Alors oui, non, parce que le partenariat ou le sponsoring, c'est quand il y a une retombée directe attendue. Ouais. C'est-à-dire que quand vous sponsorisez quelque chose, vous avez une retombée. Quand vous mécénez, si j'ose employer ce mot, vous n'avez normalement rien à attendre. Alors évidemment, tout ça est très flou, et en fait, vous avez des choses à attendre, ne serait-ce qu'en termes de signature, en termes justement d'accompagnement, de communication, etc. Mais oui, on avait fait un partenariat assez joli avec l'entreprise Accor, donc l'entreprise sur la notion de sourire, puisque j'ai fait un Châtelet qui se veut un Châtelet de la légèreté, un Châtelet du bonheur, un Châtelet événementiel, un Châtelet au cœur de Paris, au fond une espèce de lieu où l'expérience avec un grand E est mise au centre de l'activité. Et ça, c'est les valeurs du groupe Accor aussi. Alors, c'était les valeurs dans lesquelles ils se retrouvaient. Et alors, l'entreprise, non seulement donc, donne de l'argent, mais en même temps s'en sert, et c'est ça qui est important, pour la communication interne, pour souder, pour faire cette culture corporate, comme on pourrait dire, à savoir cette culture d'entreprise, pour que les personnes de l'entreprise puissent se sentir bien et se sentir plus proches, en quelque sorte, des valeurs, adhérer aux valeurs de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est de plus en plus la tendance aujourd'hui du mécénat. Mais ce que je veux dire, et ce qui est important en tout cas pour le Châtelet, j'essaye de faire du mécénat quelque chose qui n'est pas structurant au niveau de nos budgets. C'est-à-dire que le vrai mécène, au fond, même si on ne peut pas l'appeler ainsi juridiquement, c'est quand même les pouvoirs publics. Je veux dire, c'est quand même, en tout cas pour le Châtelet, c'est quand même la ville de Paris qui apporte une somme tout à fait considérable pour l'institution. Donc le mécénat, et surtout dans une institution qui est très événementielle, le mécénat, c'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. C'est la chose qui vous permet d'aller un cran plus loin, c'est quelque chose qui vous permet de réaliser des événements exceptionnels, pas seulement sur le plan artistique, mais aussi sur le plan de la solidarité. Par exemple, nous offrons tous les dimanches matins 500 places
aux centres d'action sociaux pour accueillir des personnes perdues un petit peu dans la société et les accueillir au Châtelet. Mais donc c'est quelque chose qui n'est pas... Imaginez un jour que vous perdiez vos mécènes, vous seriez dans une situation, si votre budget de mécénat était de 10-15% de votre budget, au Châtelet il n'est que de 2%. Donc c'est une action importante, c'est quelque chose, c'est une pierre essentielle dans notre action, mais elle doit rester limitée. Bon, je vais me tourner vers mes voisines de droite. Donc, la cerise sur le gâteau, hein, le mécénat, c'est l'expression de Jean-Luc Choplin. Qu'est-ce qu'une entreprise? On a parlé de Mazars, et puis on parlera d'Artémis. Je pense que ça va fonctionner ensuite. Oui, oui voilà. Qu'est-ce que vous attendez en échange quand vous soutenez l'acquisition d'un tableau, quand vous soutenez un certain nombre de programmes? Qu'est-ce que l'entreprise attend en échange? Bon, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord, ça doit complètement adhérer à notre ADN, ça doit être en accord avec nos valeurs, on ne va pas être mécène de n'importe quoi. Donc et la deuxième chose, on attend la durée, des coopérations dans la durée. Donc le Louvre, on a bien vu, on a fait déjà 3 opérations avec eux. C'est avant tout donc notre ADN, nos employés qui vont avoir accès au Louvre, nos clients qu'on va pouvoir inviter, une action sociale pour la société, surtout c'était des trésors nationaux, donc peut-être une sauvegarde du patrimoine qui est très important, parce que bon, le mécène avant c'était un promoteur des arts, on a peut-être un rôle à jouer pour une sauvegarde maintenant, donc voilà. Vous pensez que c'est terminé? Mais l'art contemporain, pourtant, ah oui, tout non, continue. Non, je n'ai pas dit que le mécénat pour la promotion des arts était fini, mais maintenant il y a ce volet. Concret, je vous interromps. En quoi le Louvre, par exemple, bon, on a parlé des 3 grâces, hein, donc il y a eu effectivement l'opération Tous Mécènes, parce qu'il manquait 1 million d'euros, mais 3 venaient de chez vous. Oui. En quoi, finalement, le Mazars se reconnaît dans les valeurs du Louvre, ou en quoi le Louvre est lié aux valeurs de Mazars? Alors les valeurs de Mazars, bon, ça va être justement le respect des personnes, donc et le respect du patrimoine, la transmission qui est très importante chez nous. On parle toujours, bon, chez nous on appelle ça, c'est pas très joli, le stewardship, mais on veut transmettre. Et c'est peut-être le passage de témoins de plusieurs générations, donc on est très impliqué sur aussi bien on fait de l'art moderne, hein, on est mécène d'art moderne aussi, donc c'est ce relais de témoins entre le passé et le futur. Patricia Barbizet, qu'est-ce que vous attendez, vous, quand vous êtes mécène, justement, en retour? Est-ce qu'il y a un retour, ou est-ce qu'on est uniquement dans la passion, puisque nous sommes entre devoir et passion aujourd'hui? Alors je crois que ça dépend vraiment d'abord si on est entreprise ou si on est personne individuelle. Déjà, je crois que c'est assez différent. Si on revient un instant sur le mécénat, c'est d'abord une responsabilité, en fait, je pense. Et ça a été, quand on dit que c'était plus organisé, et je trouve que les entreprises, les individus se sont dit au fond qu'il y avait une vraie responsabilité, pas seulement un devoir, pas seulement une passion, peut-être d'autres raisons plus morales, enfin chacun a les siennes, mais qui font que quand on est dans un univers qui peut partager, et c'est peut-être le thème de nos réunions d'aujourd'hui, je pense qu'on doit le faire. Alors ensuite, on le fait en réfléchissant à toutes les valeurs dans lesquelles on se retrouve. Et ça, c'est crucial parce que ça ne doit jamais être, et là encore, je parle plutôt pour les entreprises, pour les collectivités, ça ne doit jamais apparaître comme étant anecdotique ou la passion du président qui décide que finalement il est intéressé par telle ou telle forme d'art, mais ça ne peut fonctionner, et c'est d'ailleurs encadré comme ça, que sous le terme d'adhésion de l'ensemble de la communauté qui forme une entreprise, et ça ne passe que par cette notion, je crois, de responsabilité, de reconnaissance dans les valeurs. Et d'ailleurs, c'est assez bien maintenant inscrit dans les programmes de responsabilité sociale et environnementale, ce qui était le mécénat culturel un peu, là encore, un peu de passion ou d'intérêt dans les dernières années, a évolué pas mal, je trouve, pour couvrir la culture, encore une fois, mais aussi des domaines qui sont de solidarité d'environnement ou de solidarité sociale ou de solidarité d'éducation diverses. Et donc chaque entreprise détermine un peu les valeurs dans lesquelles elle se retrouve et les causes auxquelles son corps social peut adhérer. Alors pour PPR, par exemple, dans notre constitution, ça a été les femmes et l'éducation. Pour d'autres, comme Artémis, c'est plus l'art et la culture, parce qu'en plus, pour nous, c'est un métier en plus d'un mécénat, donc ça accompagne quelque chose dans lequel on se retrouve. Pour d'autres, ce sera encore d'autres choses, mais dans tous les cas,
ça doit être en accord avec des valeurs soit de métier, soit de corps social, soit d'incarnation par des mots ou par des endroits aussi. Il y a du mécénat qui s'intéresse particulièrement à certaines régions. Jean-Luc Chopin disait tout à l'heure que la plupart venaient des PME, et c'est vrai que le mécénat local, les PME sont les premières à le faire, et parce que ça rentre dans leur zone d'influence, et c'est important pour elles. Et c'est ça qui permet d'avoir cette nuance et cette mesure, et là encore je reprendrai ce que disait Jean-Luc Chopin tout à l'heure, de quel est le bon équilibre. On a longtemps dit en France que le mécénat n'était que public et que le financement de la culture, en tout cas, était principalement public. C'était pas vrai, c'était aussi vrai pour l'éducation, mais et qu'à l'inverse, les Américains et les Anglo-Saxons en général étaient beaucoup plus privés. Et je pense que dans les deux cas, il faut arriver à une certaine mesure. Les choses ont beaucoup évolué en France, où ça n'est plus considéré ni par les entreprises, ni par les individus, ni par les récipiendaires des dons comme quelque chose d'anormal, mais au contraire quelque chose qui est vraiment conjugué. Et alors, c'est amusant de voir les confrontations. Cahuzac dit c'est une niche fiscale, et on peut entendre là que c'est un peu un problème. On peut se dire, est-ce que finalement le bon équilibre par rapport au pouvoir public, si jamais ça va mal et que les mécènes ne sont plus là en temps de crise. Et alors là encore, en temps de crise, c'est vraiment parce qu'il y a des valeurs communes dans l'acte de mécéner et de responsabilité, que même si on doit faire des plans sociaux, même si on doit réduire les coûts de fonctionnement des entreprises, même si on traverse des moments difficiles, si on veut préserver le mécénat, c'est au nom de la responsabilité, de la durée et de la reconnaissance ou de l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et à l'inverse de tout ça, Peter Gelb, dans je sais pas quoi, les Échos d'hier ou avant-hier, et qui est donc le directeur du Metropolitan Opera, disait « Moi, je me méfie beaucoup des mécènes publics, et je considère que quand le public va mal, enfin quand les États vont mal, alors les subventions publiques s'arrêtent, et alors moi, je préfère, dit-il, très fortement compter sur mes mécènes privés. » Donc chacun a sa culture, et je pense que l'équilibre est une bonne chose. Mais tous les cas, est-ce que vous trouvez que la France, est-ce qu'en France, les mécènes sont encouragés à mécéner ? Maintenant, depuis la loi de 2003, je pense que depuis la loi de 2003, depuis l'existence des valeurs de responsabilité sociale et environnementale à l'intérieur des entreprises, depuis la réflexion que tout le monde a faite sur la nécessité et qui a été extrêmement bien exprimée par tous les musées, par toutes les entités, tous les ensembles qu'on a pu aider et auxquels on a pu contribuer et qui l'ont largement diffusé et qui ont expliqué l'idée que sans ces mécènes, l'action n'aurait pas été la même du tout. Même s'ils ont, et Olivier le disait, de temps en temps ça va mieux pour certains que pour d'autres, mais dans tous les cas c'est important. Et alors, a fortiori pour les individus, je pense que la notion de mécénat individuel, elle a été très, très largement développée toutes ces dernières années, et elle est essentielle au fonctionnement d'un certain nombre de salles d'art vivant ou de spectacles vivants, ou même d'autres, ou le cinéma, en fait, toutes les formes de culture en ont eu besoin et en ont besoin. Et je pense qu'il y a eu une énorme évolution, une énorme pédagogie qui a été faite toutes ces dernières années, et je pense qu'il faut absolument l'encourager. Et le dernier mot, c'est, j'en veux pour preuve, quand on a commencé à dire ça pourrait s'arrêter, il y a eu quand même une prise de conscience que ça ne pouvait pas s'arrêter, ça ne devait pas s'arrêter. Alors qu'il y a eu quelques excès, et qu'on puisse se réinterroger sur les niveaux. Effectivement, les 90%, c'est peut-être beaucoup, dans toutes les circonstances de l'affectation ensuite de choix individuels. Est-ce que ça fait un choix collectif d'affectation des impôts ou de fléchage des impôts? Une petite correction. Donc, non, on peut penser que ce n'est pas forcément figé dans le marbre en termes d'organisation pour le restant de nos jours et même toutes les générations suivantes. En revanche, sur le principe, ça me semble maintenant acquis. Olivier Manteilly, je vois que vous voulez réagir. Oui, sur deux, trois petits points. Sur la question de la contrepartie, je ne connais pas de mécénat sans contrepartie. Parce que même l'indice de satisfaction en est une, c'est-à-dire qu'un mécène qui n'est pas satisfait s'en va, donc il attend quelque chose, quoi qu'il arrive. Beaucoup vous ont quitté? J'en ai pas eu assez pour qu'ils partent. La deuxième chose, il y a une vraie question d'offre et de demande. Enfin, comme Patricia Barbizet disait, il y a le mécénat se développe, mais ça pose d'autres problèmes aussi, c'est-à-dire que de plus en plus, les lieux culturels ont construit, ont organisé leur action de mécénat, leur association, et que les mécènes eux-mêmes sont de plus en plus sollicités. Je vois les soirées de gala, les dîners qui sont organisés au profit de telle ou telle cause se multiplient. Il y a abondance de biens, c'est ça? Il y a abondance de biens, mais ça pose aussi un autre problème pour nous, c'est qu'il faut inventer toujours plus
si vous voulez, il y a eu une période où un mécène mécénait un projet culturel. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu à une certaine époque. Était le mécène d'un projet, d'un lieu. Et c'est tout. Et il associait son image à celui d'un lieu. Donc à long terme, sur du long terme. Finalement, ce mécène, de mon point de vue, disparaît. Et aujourd'hui, dans le champ culturel, finalement, on mène des actions sociales de plus en plus. Il y a des objectifs, des contreparties très spécifiques sur l'intervention du mécène dans un champ défini. Alors ça fait des choses, des très belles réussites. Je vais parler de l'opéra comique parce que je suis bien placé pour en parler, mais comme tout le monde, quand on est arrivé avec Jérôme Deschamps, on avait besoin d'un budget artistique. L'État donnait des moyens, mais insuffisants pour une maison lyrique. Et donc, nous avons sollicité Charles-Henri Philippi pour créer cette association, une fondation. Et on a bien fait, on a eu des moyens pour produire, mais finalement, la grande réussite de cette action, elle est sociale. C'est-à-dire que, et très honnêtement, c'est pas du tout politiquement correct de le dire, mais ce n'était pas l'intention initiale. Nous, en tant que programmateurs, notre souci, c'était de produire. Et l'État, avant toute chose, doit garantir que l'établissement qu'il subventionne ait la capacité de produire des événements artistiques. Des événements artistiques. Mais c'est pas mal si la culture, justement, par et là, il s'est trouvé qu'on a mené une action sociale sur les jeunes publics, sur le public défavorisé, avec des vrais programmes, avec un travail vraiment profond et durable. Et on est arrivé à des résultats que nous n'aurions jamais faits sans l'action du mécénat. Mais encore une fois, c'est très spécifique et au-delà de ces réussites-là, bien évidemment, pour nos établissements, je parle là plus pour le Théâtre des Bouffes du Nord, par exemple, cette association d'images forte avec un mécène qui s'approprie le lieu et j'espère n'est pas de l'ordre du rêve. Je pose une dernière question à Jean-Luc Choplin, et puis ensuite je laisserai la parole aux étudiants. Olivier Tchernak, qui est le patron d'Admical, donc l'association pour le développement du mécénat industriel et commercial, déclarait récemment, il venait de faire une enquête, entre 2008 et 2010, le mécénat culturel s'est effondré. Je dis ça parce que vous parliez du social. Est-ce qu'au fond, la culture ne représente plus qu'une part marginale du mécénat? C'était 19% du budget global. C'est maintenant 19% du budget global, c'était 39% du budget global en 2008. Je crois qu'il faut se méfier des chiffres sur une année. Enfin, il y a eu un effondrement effectivement en 2010, notamment par rapport à 2008, mais sur 2011, les chiffres sont revenus à ce qu'ils étaient. Donc, si vous voulez, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu une baisse. Il y a eu une grosse inquiétude que nous avons tous vécue en 2010, en disant qu'il y a un effondrement. Mais je crois d'ailleurs le rapport Herbillon de 2011 et enfin temporise et dit, corrige. Attention. Plusieurs remarques pour répondre par exemple à Patricia Barbizet, enfin pas pour répondre, mais pour continuer à dire des choses. Le système de mécénat français est aujourd'hui un des meilleurs du monde. Depuis la loi de 2003, arrangée au fur et à mesure, notamment en 2007 pour le spectacle vivant, on est meilleur que les Anglais, meilleur que les Allemands et meilleur que les Américains. Donc, alors après, on n'a pas tout à fait la même culture, et pas du tout la même culture dans un certain nombre de cas, mais en tout cas, les facilités qui sont données sont supérieures en France à tous ces systèmes en général que l'on valorise en disant... On va pouvoir peut-être approfondir, parce que je sais que les étudiants ont des questions précises là-dessus, pour rentrer vraiment en profondeur, puisque c'est le principe de la cité de la réussite. Une chose quand même que je voudrais dire, parce que aussi c'est important. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui je dirais c'est quelque chose qui est en plein mouvement. Par exemple, il faut de plus en plus réfléchir quand même à l'éthique par rapport au mécénat. Il y a eu tous ces problèmes, notamment dans ce qu'on a nommé le nommage. Alors le nommage, vous savez, c'était pour nommer, je ne sais pas si le mot est très joli, mais en tout cas, pour nommer des salles. Par exemple, il y a eu ce problème au Louvre qui a été posé, où un certain nombre de mécènes voulaient, je vais dire, galerie un tel, oui, avec des noms de marques, c'est ça. Plafond, voilà. etc. Ouais. Donc, est-ce que l'on vend par appartement le patrimoine, etc. Donc, on est aujourd'hui, en tout cas dans quelque chose, notamment en France, qui est en train de se mettre en place. Donc il y a un encadrement qui est en train
de naître, il est le bienvenu. Et notamment, je crois que le grand effort à faire, c'est surtout sur le mécénat individuel, où aujourd'hui, le retour est très faible, puisque la contrepartie qui peut être donnée ou reçue par un particulier est de 60 €. Ce serait pas mal de passer, je sais pas, à 200 €, etc. Mais je crois que là, il y a toute une culture, surtout, à construire. Parfait. Première question des étudiants. Alors, je vais quand même dire d'où ils viennent, ces étudiants. Ils ont préparé tout un tas de bonnes questions. Étudiants de l'ISG, de HEC, de l'ESC Toulouse et de l'EM Lyon. Alors, qui pose la première question? On vous écoute. Bonjour, moi donc, je suis Mariam Diop, je suis étudiante à HEC. Donc, le thème du débat, c'était Tous mécènes. Tous mécènes, c'est aussi le mot d'ordre finalement qui a été utilisé par le Louvre, comme on l'a dit. Ça a été utilisé par le Louvre notamment lors de la recherche de financement à l'occasion de l'ouverture du nouveau département des arts de l'islam. À l'occasion de cette ouverture, justement, le coût total a été de 98,5 millions d'euros. Donc 31 millions d'euros ont été apportés par l'État et 30 millions d'euros viennent de sources de financement privées, comme Total, Lafargue ou encore Bouygues. Donc, certes, comme on l'a dit, le mécénat est un don sans contrepartie directe, mais les contreparties existent. Elles peuvent ressortir d'une stratégie fiscale ou marketing. Donc, finalement, est-ce qu'il est vraiment ici question de passion ou de devoir ? Et si devoir il y a à supporter les arts, est-ce qu'il ne devrait pas être exclusivement celui de l'État, qui certainement est le plus habilité à permettre l'intégrité de l'art et de la création? Bon, est-ce qu'il s'agit de passion? Alors oui, moi je crois qu'il s'agit de passion. Et ensuite, il y a des déductions fiscales, effectivement, mais ça reste un coût pour l'entreprise. Il faut pas se leurrer. Hein. Je pense que justement, il y a une opération au Louvre où il y avait des particuliers, des grandes entreprises et l'État. C'est une responsabilité sociale. Et des pays étrangers aussi. Et des pays étrangers. Après, par exemple, pour Mazars, vous voyez que la partie émergente de l'iceberg, qui est la partie groupe avec des actions au Louvre. Il faut voir que toutes ces actions de mécénat, elles sont déclinées dans les pays où on n'a pas toujours les mêmes niches fiscales. En Russie, il n'y a aucune niche fiscale. Même au contraire, c'est très difficile de prouver la déductibilité de ces charges-là. Et parfois, on est même taxé pour faire des opérations de mécénat. Donc, il faut voir un peu une entreprise dans sa globalité. Vous pourriez nous expliquer un peu plus? On est taxé en Russie si on aide, si on mécène? On n'est pas taxé directement dans le sens où... mais on est obligé de documenter extrêmement rigoureusement toutes nos actions de mécénat pour prouver un peu la justification économique de la dépense et la relier au chiffre d'affaires. Donc, on va documenter. Ma responsable marketing et com est là, elle sait de quoi je parle. Elle va prendre des photos, elle va constituer un dossier. Donc notre logo sur la façade du Bolchoï, notre logo au musée d'art, etc. Et on va constituer tout un dossier en cas de contrôle pour justifier la déductibilité de cette dépense. Il n'y a aucune loi comme en France incitant justement les entreprises à mécéner en échange de contreparties? Non, alors il y a des fondations. En Russie, il y avait cette tradition de tsar commanditaire. Après, il y a eu l'époque soviétique, ou alors on ne va pas rentrer dans le débat de la gestion du mécénat. Puis maintenant, il y a ce recontrôle très fort central sur toutes ces actions-là. Donc ce sont des grandes fondations, ça va être Gazprom, Lukoil, etc. Ils sont très dirigés. Je pense que leur marge de manœuvre... Après... personnellement, je pense que c'est peut-être un mal nécessaire pour la Russie parce que ça oblige les oligarques et des grandes compagnies à une redistribution obligée, mais une redistribution quand même des richesses accumulées. Donc ils le font quand même aussi. Ah, ils sont un peu obligés. Oui. Mais bon, c'est pas une politique ni fiscale, ni d'incitation générale. C'est extrêmement guidé et contrôlé. Oui, par rapport au rôle de... Oui, sur la question de la passion et de l'engagement... pour les mécènes individuels, enfin, de la manière dont je le vis, je ne pense pas que dans nos métiers sur le terrain culturel, il puisse y avoir un seul mécène qui ne soit pas habité par une volonté, par un désir, par une passion de partager l'activité ou le projet que l'on mène. Si ce n'était que pour des raisons fiscales ou pour s'engager dans une cause, je pense que la majeure partie des mécènes individuels choisiraient des actions humanitaires, sociales, dans lesquelles ils verraient plus d'utilité dans leurs dons. Donc c'est bien le désir et la passion
qui peut les inciter à venir nous aider sur un projet culturel. On va prendre deux, trois questions en salve, comme ça, à la suite. Oui. Pardon, non, on va rester sur les étudiants, on ne va pas tout de suite... il faut se soucier un peu de la jeunesse, quand même. Donc, bonjour, donc Daphné Joseph Gabriel de l'EM Lyon. Donc ma question porte sur le niveau d'implication de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise aux actes de mécénat. Donc on a entendu Madame Belvez qui nous disait que pour Mazars, pour les salariés de Mazars, ils avaient un accès privilégié au Louvre, etc. Donc je me tourne vers Patricia Barbizet. Qu'est-ce que le mécénat pour le simple employé de bureau d'Artémis? Qu'est-ce que ça représente pour lui? Est-ce que vous sondez vos salariés par rapport à vos actes de mécénat? Est-ce que les actes de mécénat sont seulement décidés par les dirigeants, ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous tournez vers vos salariés ou pas? Donc, comment sont-ils informés et comment sont-ils impliqués? Voilà, merci. Voilà, on va en prendre encore deux, trois, et puis on répondra. Oui, vous avez un micro? Voilà. Les hôtesses vont vous apporter un micro, qu'on vous entende. Oui, bonjour, donc je suis Rodolphe Louvet de l'ISG. Pour rebondir sur la question, je voulais savoir si il s'agit vraiment de promouvoir les arts ou au fond davantage l'image de sa société à travers l'acte de mécénat. Voilà. Et une dernière, peut-être? Voilà, derrière vous. Là. Oui. Merci, bonjour, Christophe Dechoux, étudiant à EM Lyon également. Donc, ma question s'adresse plus particulièrement à Anne Belvez et Patricia Barbizet, donc, qui êtes à la fois des personnalités influentes dans le monde des affaires et qui connaissaient bien les milieux culturels. Au vu de ce qu'on a dit, on a parlé de contrepartie, Monsieur Mantelli nous a dit qu'il n'y avait jamais vraiment d'absence de contrepartie. Je voulais savoir si vous pensiez que le mécénat peut induire une forme d'influence, de lien d'influence dangereux entre le monde du business d'un côté et le monde de la culture de l'autre. Merci. Alors, qui veut répondre? Alors, juste 3 ou 4 remarques sur toutes ces questions. Alors, d'abord, moi j'aime beaucoup l'idée de l'expression tous mécènes, parce que je trouve que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, y compris pas seulement dans la passion, pas seulement dans le goût, mais dans l'analyse que je faisais tout à l'heure de la responsabilité. Je pense que tout le monde a une responsabilité vis-à-vis du développement d'actions culturelles ou d'actions sociales ou d'actions d'environnement qui méritent d'être mécénées. Et ensuite, ça se décline à chaque fois selon qui on est, les moyens qu'on a, le moment de sa vie, et les valeurs qu'on partage et les choix qu'on peut faire par passion. Et c'est un peu différent selon les différents endroits. Et du coup, pour Artémis, qui est une petite maison, puisqu'en fait, nous ne sommes que 50, c'est pas beaucoup. On est très très impliqué dans la culture pour des tas de raisons de métier. Nous avons 2 musées, nous avons une collection très très importante, et donc les actions de mécénat, elles ont été organisées autour de 2 thèmes qui étaient effectivement la poursuite des projets d'art, et notamment d'art contemporain. Donc ça, c'était une direction qui était de se dire où est-ce qu'on peut être le plus utile, où est-ce que notre contribution peut être la meilleure, et ça va du prêt d'œuvre à l'argent. Mais le mécénat n'est pas seulement une somme d'argent, ça peut être aussi un mécénat de compétences, ça peut être une contribution en temps, ça peut être une contribution de notoriété, ça peut être une contribution de prêt. Donc il y a toute forme de déclinaison, et donc pour Artémis, le premier choix qu'on a fait, c'était effectivement l'art, et en particulier l'art contemporain. Le deuxième choix qu'on a fait, c'est pour les actions qui étaient au-delà des actions culturelles, et voulant restreindre le champ. Et là encore, je pense que la demande, effectivement, Olivier le disait, est extrêmement vaste et variée. Et donc on a choisi de mécéner des causes qui nous étaient proches, et qui étaient proches de celles portées par les collaborateurs d'Artémis. C'est une suffisamment petite maison pour qu'on se sente soit directement, soit à travers les filiales dans lesquelles on a des intérêts, pour soutenir, quitte à soutenir quelque chose, et une fois ayant défini le montant qu'on pouvait y allouer, ayant défini un certain nombre de valeurs et de types de projets qu'on pouvait porter, on les choisit en coopération avec les
les collaborateurs d'Artémis, c'est en fonction des causes qu'ils font. C'est comme ça qu'on a dans nos équipes un collaborateur qui a beaucoup soutenu la trisomie et qui a fait toute cette campagne magnifique de Trisomique et alors, qui est Augustin, de Michel et Augustin, et qu'on a naturellement aidé et ses proches. On a fait des choses en Bretagne, c'est l'histoire de notre groupe et c'est notre culture, et naturellement on fait des choses dans ces pays-là. De façon plus vaste, dans les grandes entreprises, et PPR encore une fois en est une, là encore, je pense que le mécénat n'a de sens que s'il est partagé par tout le monde, que les collaborateurs y soient impliqués, et pas seulement impliqués dans les conséquences ou dans les retours, c'est-à-dire pas seulement invités aux expositions. Naturellement, on le fait. Naturellement, on organise chaque fois qu'on apporte, qu'on prête une œuvre et qu'on a des droits d'accès particuliers, on en fait naturellement profiter à la fois les collaborateurs et tous ceux qui nous entourent, que ce soit nos avocats, l'ensemble de ceux qui constituent notre famille un peu élargie. Donc c'est vrai qu'on le fait, mais aussi dans la définition des choix. Je pense que c'est important, et c'est important pour toutes les entreprises, que chacun des collaborateurs puisse se retrouver dans les projets qui sont portés. Il y a beaucoup d'entreprises où on sollicite les projets, où on dit on va faire telle et telle chose. Est-ce que quelqu'un a une cause particulièrement, à laquelle il tient particulièrement, et qui répond bien sûr aux critères, que ce soit des secteurs ou que ce soit de l'éthique qui s'y apporte, bien sûr. Et le dernier point sur l'influence, de ce fait, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'influence artistique, enfin, à mon sens. Je pense que le mécénat doit être... et je mets encore un peu à part le mécénat particulier extérieur, mais pour les entreprises, et je pense qu'on doit porter un projet, on doit adhérer à un projet, on doit adhérer aux valeurs qui le composent, aux gens qui l'incarnent et qui le portent naturellement, et s'arrêter là. Je pense qu'ensuite, ça devient de l'ingérence que de dire moi je trouve que telle ou telle production, elle serait mieux s'il était plutôt dans la production un peu plus ceci ou un peu plus ça, ou que l'artiste fasse quelque chose qui corresponde à un souhait. Je pense que quand on a, que ce soit une commande d'artiste ou quand ce soit un projet auquel on adhère, il faut laisser la pleine et entière liberté absolue à l'équipe de création et à l'équipe artistique de faire son métier sans aucune implication ou ingérence. Mais ça, c'est vrai, je pense, dans beaucoup de métiers de création. Donc, certainement, il y a un lien, il y a une circulation d'intérêts, de responsabilités, de partage entre le monde des affaires et le monde culturel ou le monde social à travers le mécénat, qui est une circulation d'informations, d'intérêts et de positions. Oui, une influence de l'un sur l'autre sur le contenu, alors je crois que ce serait une très très mauvaise idée. Il n'y a pas de pression, Olivier Mantelli ? Non, justement, ouais. et dans le cas de Omunch, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patricia, bien sûr. On a fait un appel pour la commande de l'œuvre, mais pas pour la production de l'œuvre. Parce qu'on estime que produire est un métier, c'est réservé aux opérateurs qui ont l'expertise, la responsabilité, alors que commander une œuvre, c'est en être à l'origine sans en porter la réalisation. Jean-Luc, vous voulez réagir ou on reprend une salve de questions Allez, une autre salve de questions. Allez-y, est-ce que vous avez un micro pour la demoiselle de... Voilà. Le temps que l'hôtesse arrive. Attention à vous. Bonjour, donc je suis Calliope de l'ISG et moi je voudrais m'adresser à vous messieurs parce que en tant que directeur de théâtre, vous avez eu donc à plusieurs reprises eu recours donc au mécénat et donc comme le mécénat on dit même si, qu'il s'agit en théorie d'un don sans contrepartie, mais vous nous l'avez rappelé tout à l'heure qu'en réalité il y avait certaines contreparties. Moi j'aurais voulu savoir comment justement vous l'avez vécu au niveau de vos projets respectifs. Tous les deux, le fait de devoir, en réalité, vous savez que vous avez une contrepartie vous devez rendre une contrepartie, donc j'aurais voulu savoir cette pression. Allez-y. Oui, mais si vous voulez, je reviens à quelque chose qui est le mécénat, c'est quand même de la générosité, c'est du partage, c'est la rencontre de personnalités exceptionnelles du monde de l'entreprise qui rencontrent le monde de la création. Alors, évidemment, l'argent au milieu, dans notre société, notamment en France, ça n'a pas très bonne presse, entre guillemets. Donc, il y a une espèce de culpabilité comme ça qui est dans l'air. Donc, on a parfois un petit peu de difficulté, si vous voulez, à dire à une équipe créative, voilà, on a un mécène
sur tel projet. Il va falloir ouvrir, par exemple, les répétitions. Il va falloir que vous puissiez aller raconter ce que vous faites, parler de la création de votre œuvre. Donc il y a toute une série de contraintes, si vous voulez, que l'on établit par contrat avec le mécène. Et donc c'est à nous, directeurs d'institution, de voir, si vous voulez, ce que l'on accorde en quelque sorte comme contrepartie. Donc c'est une négociation, si vous voulez, entre l'entreprise et l'institution culturelle. Mais je n'ai pas, en tout cas dans l'expérience que j'ai vécue, puisque nous avons des mécènes chaque année, je veux dire, le budget du mécénat du Théâtre du Châtelet, c'est 4% de notre budget, 4 à 5% de notre budget. Donc sur un budget de 27 millions d'euros, je vous laisse faire le calcul. Donc c'est quand même une somme relativement importante. S'ajoute à ça ce qui n'est pas du mécénat, mais les entreprises souhaitent de plus en plus, si vous voulez, bénéficier du théâtre en termes de location d'espace public. Alors ça ne fait passer pas directement du mécénat, mais pour leurs conventions, pour leurs séminaires, pour toute une série, parfois pour lancer un produit. Il y a donc toute une action, si vous voulez, des entreprises à l'intérieur du théâtre. Et quelles sont vos limites alors justement? Parce que vous parliez de lancer un produit, par exemple, lancer un produit au Théâtre du Châtelet, c'est possible par exemple? Vous allez examiner là, ou ça c'est niette? Si vous voulez, de plus en plus, ce qu'on appelle des chartes éthiques se mettent en place à l'intérieur des institutions. Et je crois que c'est l'avenir. En tout cas, il nous faut, j'en avais parlé tout à l'heure au niveau du nommage d'un certain nombre de salles. Alors nous, on n'en a pas encore fait au Théâtre du Châtelet, donc pour l'instant, je porte en quelque sorte cette responsabilité de charte éthique, mais je le fais, si vous voulez, avec mes principaux directeurs, et nous réfléchissons quand nous avons des demandes qui nous apparaissent déraisonnables ou trop Qu'est-ce que vous avez refusé, par exemple? Alors on est entre nous, là. Comment? On est entre nous, oui, personne. Je ne sais pas, je vais dire, des lancements de voitures, des défilés de lingerie. Donc on a... peut pas faire un défilé de lingerie au Châtelet? Si, mes personnels sont très demandeurs. Mais voilà. on essaye de se dire qu'est-ce qu'on peut et jusqu'où... La question se pose, si vous voulez, en permanence. Mais donc je crois qu'il est sain et il faut arriver à structurer tout ce type de relations. Le défilé de lingerie est possible à l'Opéra Comique et au Bouffe du Nord. Sur la question de la contrepartie, je voulais dire aussi tout à l'heure, j'entends par là une obligation morale vis-à-vis du mécène, quelqu'un qui nous aide à la réalisation de notre projet, on lui doit au moins d'être satisfait. Et on se rend compte que même un partenaire, j'en ai un au Bouffe du Nord, qui ne demande pas de visibilité, ce qui est très rare. Mécène, généralement, veut être associé au projet. C'est la Accenture, qui fait un travail de mécénat très, très intéressant sur ses relations publiques internes, donc avec son personnel. Mais il y a une autre forme de contrepartie dans l'organisation des soirées, dans la mise à disposition du lieu. Mais de toute façon, on a envie... Enfin, moi, je veux bien être totalement dépendant d'un mécène. C'est incroyable. Alors, vous contredisez totalement Jean-Luc Choplin. Je suis peut-être pas dans sa situation. Pourquoi vous dites que vous voudriez être dépendant d'un mécène? Non, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lui donner les clés du théâtre et de la programmation, parce que je pense qu'il ne le souhaiterait pas. D'ailleurs, on a vu l'intervention de Patricia Barbizet qui était très claire là-dessus. Vous ne voulez pas les clés des Bouffe du Non, Nord? mais c'est de faire la programmation. C'est gentiment offert, là. mais je vais vous le passer. Mais on a mis un seul micro, c'est exprès. Parce que, voilà. Mais quand je dis dépendant, c'est-à-dire que des situations où l'apport du mécène est tellement fondamental dans la réussite du projet pour lequel on est là, qu'on est prêt, dans le cadre de la loi, toutes les formes de contrepartie possibles. Et c'est bien naturel. C'est bien naturel parce que le mécène doit s'y retrouver aussi. Il y a des raisons pour lesquelles il choisit tel lieu, tel projet artistique. Et pourquoi il y a des raisons pour lesquelles il mène aussi une action de mécénat. Il tend la main pour avoir le micro. Je prends le public à témoin. Je pense que ce que vient de dire mon ami Olivier Manteilly montre ô combien à l'Opéra Comique ils sont désespérés pour avoir des mécènes. Ils sont prêts à tout. Nous sommes en train de parler des Bouffes du Nord. Et les Bouffes du Nord. Voilà. Et voilà, les Bouffes du Nord. C'est ça, son côté schizophrénique. Mais je peux comprendre, car ils ont effectivement, et là plus sérieusement,
eu des coupes budgétaires tout à fait dramatiques, drastiques, et je sais combien cette période a été difficile à vivre pour eux. On prend deux dernières questions des étudiants, et puis ensuite c'est la salle qui entrera en action. Bonjour, donc, je m'appelle Camille, je suis élève à l'ISG. Donc, j'ai une question pour Monsieur Monteilly, je m'adresserai directement à vous. Donc, dans un article du Point, daté du 31 mai 2012, vous parlez en fait d'une autre forme de mécène, d'une forme de mécénat, pardon, excusez-moi, une forme de mécénat où des milliers de donateurs contribuent à la réalisation d'un spectacle. Donc, je me permets de vous citer. Le public n'est pas coproducteur du spectacle, mais commanditaire, comme jadis les princes ou les institutions. Il s'agit de restaurer une conscience collective, de responsabiliser le public pour dynamiser la création. Donc ma question est donc tout simplement, quelle forme de mécénat préférée? Et une autre question, une dernière? Je crois qu'il y a le jeune homme là qui tend la main aussi. Il est ici, là, en bleu. Bonjour, moi c'est Antoine, je suis aussi étudiant à l'ISG. Et je voudrais soumettre une question donc à Patricia Barbizet ainsi qu'à Anne Belvez. Tout à l'heure, Patricia Barbizet l'a évoqué au niveau du financement du mécénat par les entreprises. Spontanément, on a tendance à penser que ce sont plutôt les grandes entreprises qui vont financer le mécénat, étant donné le volume d'argent qu'elles brassent, alors que pourtant, paradoxalement, ce sont plutôt les PME qui vont financer ce mécénat. Comment pouvez-vous nous l'expliquer? Enfin, si vous avez une réponse. On commence. Oui. Non, mais j'ai eu l'occasion de répondre très partiellement à la question que vous me posez. J'ajoute une chose que vous soulevez à la fin de votre question dans l'article de cet excellent journal, mais sur la question de la conscience collective sur la création, c'est vrai. Alors, les milliers, c'était un rêve, hein, mais milliers de personnes qui mécènent le projet, mais dans cette idée-là, il y a l'idée de sensibiliser le public sur le fait que la création, autant on parle d'écologie, de social, d'aide, d'entraide, etc., de solidarité, que la création est un vecteur qu'il ne faut pas négliger et qui participe un peu de cette solidarité et de cette question sociale. Alors sur, oui, grandes entreprises et PME, parce que en tant que Mazars Russie, est-ce qu'on est dans le cas d'une énorme entreprise ou est-ce qu'on n'est pas finalement en Russie une PME? Voilà. Donc oui, effectivement, hein, on a la partie visible du groupe. Après, on est quand même présent dans 60 pays. En Russie, on est 170 avec un budget de PME. Donc, et on a un budget marketing et communication qui est très serré. Hein. Ma pauvre directrice pleure parfois, et donc on doit vraiment réagir comme une PME et avec l'esprit justement de proximité, avec des projets sur le long terme toujours, de très proches partenaires avec qui on renouvelle. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Ce ne sont pas des budgets énormes chaque fois. Hein. Ça peut être, parfois on a un budget sur la francophonie qui est entre 5 et 10 000 euros par an. Donc ce n'est pas énorme, mais on essaye de faire le maximum avec cette action. Le Festival du film francophone, par exemple, parce que bon, comme on l'a dit, on est très promoteur de tous les arts, la culture, la langue française. Ça, c'est un angle vraiment que vous choisissez. Oui, soutenir la langue française on a et choisi la culture française. cet angle il y a à peu près 5 ans et on le maintient. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et donc, on a une attitude et une stratégie de PME dans l'environnement dans lequel on exerce. Alors que Mazars, le groupe, là, on est sur l'action vis-à-vis du Louvre. C'est une stratégie de groupe. Voilà, on a des... Et dites-moi, juste une petite question par rapport à cet engagement français, enfin de la culture française, qui décide de ça? Comment ça se fait? Et pourquoi vous avez pris cet angle-là? Au niveau du Louvre? Oui, en tant que Mazars Russie, de soutenir des événements liés à la culture française. Je crois que le 14 juillet, c'est vous qui financez, qui cofinancez. Ça, c'est en Russie. Hein. Oui, en Russie. On parlait du Je parle de la Russie. Oui, alors oui, le désengagement de l'État, on le voit nous personnellement en tant que PME en Russie. Maintenant, ce sont les sociétés françaises qui financent par exemple la fête à l'ambassade du 14 juillet, depuis 2 ans. Ce qui est une grande nouveauté. Donc nous, on a une communauté assez active et on veut que cette fête, quand même, du 14 juillet, perdure. Donc après,
moi, j'aimerais revenir sur la notion de partage, puisque c'est quand même le thème de ces journées-là. Nous sommes une entreprise d'origine française implantée en Russie. La majorité de nos collaborateurs sont russes. L'environnement dans lequel on travaille, et on bénéficie d'un capital vraiment extrêmement favorable au développement de la culture, des arts. Les Russes sont très preneurs, etc. Donc nous, notre rôle, notre responsabilité en tant que société implantée en Russie, c'est de promouvoir. Alors oui, on a décidé, et que ce soit le film de la francophonie, le salon du livre, ça peut être des expositions. Et un des plus gros projets de partage qu'on ait fait, c'était en 2010, dans le cadre de l'année croisée France-Russie, où là, on a été mécène de la création 2010 du ballet Prejlokaj. Et la troupe était constituée à la moitié de danseurs du Bolchoï et moitié de la troupe de Prejlokaj. Ils ont répété à Aix en France, ils ont répété à Moscou, ils se sont produits à Moscou. Ça a été, les gens en parlent encore, parce que bon, c'était aussi assez osé de venir un petit peu mettre sur la scène extrêmement classique du Bolchoï un ballet aussi contemporain. Et certains de nos invités, russes et non russes, ont fait ensuite le déplacement à Chaillot pour le revoir une deuxième fois. Donc, et là, je trouvais justement cette notion de partage, cette notion d'échange culturel très, très intéressante. Patricia Barbizet, sur cette question, les mécènes qui font plus souvent des PME que des... Moi, je crois qu'il y a beaucoup de PME. Je crois que la visibilité de l'action est un peu différente. C'est vrai que quand on a écrit en grand, Total ou Bouygues au Louvre, ça se voit plus que les dizaines et les centaines et les milliers d'entreprises qui font du mécénat local et qui sont presque plus proches des individus à cet égard. Et donc, qui ont dans leur choix d'affectation, d'abord les sommes ne sont pas toujours très importantes, donc il faut choisir là encore ces causes, des choix qui sont très très souvent de proximité. Alors soit de proximité locale, bien sûr, soit de proximité d'intérêt, et qui passent par souvent aussi des actions qui ne sont pas que l'argent. Je parlais tout à l'heure du mécénat de compétences, mais c'est vrai qu'on prête quelqu'un pour faire quelque chose, pour assister à un projet. Alors ça peut être des artisans qui prêtent des compagnons pour monter un spectacle, pour apporter quelque chose. Ça peut être les milliers d'actions en faveur de l'éducation aussi, et du mécénat envers les écoles. Alors on fournit des équipements, ou on fournit des aides, ou on fournit des tas de choses. Donc ça passe par des formes qui sont beaucoup plus diverses, extrêmement importantes, incroyablement précieuses pour tous ceux qui les reçoivent dans les régions, dans les localités, et qui sont moins visibles. Et quand on entend effectivement les chiffres, c'est un peu un biais d'analyse de dire qu'elles sont moins là. Elles sont là différemment, un peu comme les individus, parce qu'au fond, toute la raison et tout le sens de la responsabilité, il existe aussi, et puis ensuite ça autorise quand même des coups de cœur qui sont plus personnels. Quand on choisit les actions qu'on va mécéner, quand on est un individu, et c'est probablement de temps en temps aussi vrai pour une PME, on peut aller vers des choix qui doivent être justifiés auprès de soi-même, ce qui est souvent facile, ou auprès d'un groupe de gens beaucoup plus petits, et dans des temps peut-être moins longs, et donc qui permettent aussi d'avoir des coups de cœur ou des passions, et de se rapprocher un peu plus de la passion et un peu moins de la raison, tout en étant dans le domaine de la responsabilité dans tous les cas. Et donc ça permet des saupoudrages plus diverses, des choix qui sont plus différents. Il y a des années où les mécènes individuels choisissent une cause, et d'autres où ils peuvent saupoudrer, et sans avoir besoin d'être dans la durée d'une même politique. Et ça, c'est important. Et de ce fait, il faut leur demander ce qu'ils veulent, en fait. Et pour reprendre ce que disait Olivier tout à l'heure, quand on fait une action de mécénat individuel, ou qu'on regroupe des actions de mécénat individuel, c'est très intéressant de poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez en échange de votre participation. Et c'est souvent des contreparties qui ne sont pas monétaires, qui sont simplement de proximité, de connaître les gens, de participer effectivement à une répétition, ou de connaître simplement, d'être plus proche. Et donc ça prend des formes incroyablement diverses. C'est tout aussi crucial, et chacun effectivement sous son angle. Jean-Luc Choplin, vous vouliez réagir, et puis ensuite... Oui, très brièvement, je crois que la salle la salle trépigne, non? Non, juste une petite, bien sûr. Juste, je voudrais profiter de cette tribune pour dire à Anne Belvez que le Châtelet a une longue tradition et relation avec la Russie. Je rappelle les premières saisons. La première saison russe de Serge Diaghilev
en 1909 au Théâtre du Châtelet, Nijinsky au Théâtre du Châtelet. Et ça se prolonge par un café, donc peut-être. ça peut se prolonger Je pense qu'il faut en reparler. Par de longues discussions, comme ça, et je garde le micro pour que mon ami Mantéi me pique pas le... Voilà. Allez, la salle. Monsieur et puis madame. Bonjour, Anthony Goy. Je suis un chef d'entreprise, je travaille dans 12 pays et en fait nous avons une politique aussi extrêmement active en termes de mécénat et de soutien divers des organisations culturelles, éducatives, sociales et autres. Tout à l'heure, effectivement, ce chiffre m'interpelle. En France, aujourd'hui, vous dites nous avons l'excellent modèle et sans doute le meilleur du monde, et qui réunit 2 milliards sur l'économie française, c'est-à-dire sur le produit national brut français, c'est quand même insignifiant. Quand on regarde ce 2 milliards par rapport à l'économie, ne serait-ce que le chiffre d'affaires des entreprises CAC 40, j'aimerais quand même poser une question extrêmement précise. Qu'est-ce que ça représente, je dirais, en pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'on peut avoir aujourd'hui dans les entreprises que nous voyons? Si on fait une analyse rapide sur l'entreprise CAC 40, c'est vraiment insignifiant. Et 200 millions pour la culture sur PNB français, c'est encore plus alarmant. Donc je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une politique qui nous permettrait de renforcer ce chiffre d'affaires, en fait, sur le chiffre d'affaires, d'avoir des obligations en matière d'investissement et d'autre part de mécénat qui ne soit pas vraiment un acte un peu maquillant le budget de marketing de certains, et que cela soit vraiment une obligation, voilà, 3%, 2%, 4% pour la culturelle. Quand je regarde aujourd'hui, ou l'éducatif, quand je regarde le budget de recherche, le budget de financement des entreprises américaines, je dirais pour les universités américaines, qui font qu'aujourd'hui, on trouve Harvard ainsi que d'autres parmi les meilleurs du monde, c'est essentiellement dû aux dynamiques des entreprises, je dirais, qui les financent en recherche, d'autre part en bourse et d'autre part en toute forme de contributions diverses. Pourquoi en France, nous sommes encore très très loin de ces performances américaines et d'autres pays européens, je dirais? C'est quand même un exemple pas forcément très glorieux, et aujourd'hui, je ne considère pas que nous sommes le meilleur du monde. Je suis désolé, merci. Alors, meilleur du monde, est-ce que ça pèse vraiment, justement, dans les budgets? Alors, le système français, il est effectivement le plus favorable du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encadré ni limité. Ce n'est pas sans limite pour les entreprises de pouvoir apporter leur contribution, et donc ça reste quand même dans des limites qui sont acceptables. La deuxième remarque que vous faites est importante, c'est de dire que le CAC 40, il est mondial. Et donc, c'est toujours difficile de comparer des chiffres d'affaires mondiaux à des contributions françaises. Simplement pour mettre en regard le nombre de sollicitations qu'il y a, et la plupart des groupes du CAC 40, certes, sont mécènes d'entreprises ou de projets français, ils le sont aussi ailleurs. Et donc, c'est vrai que ça s'analyserait un peu comme Mazars le fait, c'est-à-dire pas seulement au vu de la totalité du chose sous le siège social ou l'entité ultime. Les actions que ces groupes mènent, elles sont extrêmement souvent, pour dire toujours, reproduites dans chacun des pays dans lesquels ils opèrent, toujours au nom de la responsabilité, du partage, de l'acceptabilité de leur action, qui maintenant devient quelque chose de très important partout. Et donc ça va de pair avec toutes les activités commerciales, de production ou de services qu'elles mènent dans tous les pays. Donc ça se fait partout. Un exemple de ça, l'un des projets que PPR, groupe du CAC 40 et mondial, avait mécéné, c'était le projet Home, le film qui avait été vu par des centaines de millions de gens et qui traitait de l'environnement dans le monde. Donc c'est vrai que rapporter à un projet français ou aux 2 milliards français, ça a peu de sens, et en réalité, ça en a quand même un énorme sur le plan de la contribution à cette forme de mécénat partout. Et puis, l'analogie avec les Américains, elle est toujours un tout petit peu compliquée quand même, parce qu'il est de tradition des Américains, depuis toujours, et d'ailleurs sans limite fiscale, ce qui est différent de notre niche plafonnée quand même, même si c'est un beau système. Non, je reprends votre expression. C'est pas moi, c'est Cahuzac. On la lui rend. Contribution organisée, merveilleuse, mais néanmoins plafonnée et organisée de façon, en termes de contrepartie autre. Les Américains ont une tradition qui est assez différente. Alors, je ne suis pas une experte en fundraising américain, mais néanmoins, je sais que, et sur le plan philosophique et individuel, et sur le plan des entreprises, et sur le plan de l'organisation, et aussi sur le plan de qui reçoit quoi, l'ensemble de la chaîne est depuis très longtemps organisé différemment, avec des droits et devoirs de chacun qui sont perçus de façon différente. Un Américain pense qu'il doit rendre à la communauté une très grande partie de ce qu'il a reçu et que ça fait partie de son fonctionnement. Cette notion-là en France, elle vient, elle est de plus en plus présente de façon diffuse d'ailleurs, elle est même chez les individus aussi,
mais de façon nouvelle, le côté je suis redevable à l'égard de mon pays, de mon école, de un certain genre nombre humain, de... la philanthropie en fait. Oui, ça. et notamment envers qui suis-je redevable de quoi. C'est une notion qui commence, je trouve, à être assez perçue en France. Enfin, elle l'a toujours été un peu, mais elle l'est maintenant de façon peut-être plus explicite. L'émergence de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale dans les entreprises, permet aussi ça, de mettre des mots sur des choses qui étaient pour certains évidentes, pour d'autres moins, et qui étaient moins organisées. Donc on a un parcours assez différent des anglo-saxons sur ce sujet. On se rejoint de plus en plus sur un certain nombre d'aspects, et de nouveau, on se rejoint d'ailleurs aussi parce que les groupes deviennent tous internationaux. Il y a encore des différences d'appréciation, à la fois chez ceux qui donnent et chez ceux qui reçoivent, notamment dans les contreparties. Est-ce que le groupe Mazars veut répondre? Monsieur disait c'est insignifiant. Est-ce que ça ne devrait pas être plus? Est-ce que vous ne pourriez pas faire un effort encore? Non, je suis tout à fait d'accord avec l'approche de Patricia. C'est très difficile de voir dans la globalité, et il ne faut pas oublier la globalité. Et, deux, il y a les actions visibles et il y a les actions invisibles. Et on a parlé beaucoup d'art, on a parlé beaucoup du Louvre, qui sont les actions phares. On n'a pas parlé des actions dans l'éducation, des partenariats. Alors vraiment des partenariats avec, par exemple, l'IFRI, avec l'Institut français. On travaille dans tout le monde entier avec l'Institut français. Alors bon, ça se voit pas forcément vu de la petite fenêtre française ici. Il y a des actions, justement, on parlait de la philanthropie, des actions philanthropiques. En mars 2012, Mazars a été fondateur avec 11 autres compagnies, enfin une dizaine de Impact, qui est l'initiative pour l'action culturelle. Donc, et c'est vraiment c'est un fonds de dotation qui va promouvoir la culture pour des personnes ou des territoires qui n'ont pas accès à cette culture. Par et exemple, ça va promouvoir des actions à but non lucratif. Donc ça peut être des actions culturelles dans des maisons de retraite, dans des maisons d'incarcération, un défilé de mode à Fleury-Mérogis, par exemple. Ça peut être... et là, c'est vraiment... D'abord, aucun nom de société n'apparaît dans le soutien de ces actions. Et ça représente un investissement financier, parce que c'était la question de monsieur, oui, important. Oui, oui. Donc, et on aimerait avoir plus de sociétés ou plus de fondations. Et il y a des philanthropes aussi qui sont dans ce nouveau... Enfin, c'est inédit comme organisme, mais bon, c'est une façon aussi de redistribuer. Oui, Olivier Mantelli. Oui, sur la comparaison avec les Américains ou les Anglo-Saxons, il ne faut pas perdre de vue la question de la nécessité de l'histoire du montage budgétaire de la culture dans ces pays-là par rapport à la France. Et voir l'exception culturelle française sur le financement public de la culture, qui a généré aussi un certain nombre d'habitudes. Et à ce titre-là, d'ailleurs, une petite anecdote par rapport aux Américains, mais en parlant de mécénat, de partage et de plaisir, on a remonté la célèbre production Atis à l'Opéra Comique, qui était une production historique, plus de 20 ans, on l'a remontée l'année dernière, grâce à la donation d'un Américain qui a donné $1,5 million pour revoir la production qu'il avait aimée 20 ans auparavant. Une autre question, j'avais promis à madame, qui est là au premier rang. On vous fait faire du chemin, je suis désolé. Et puis ensuite, voilà, très bien. Bonjour, alors je suis Croisine Martin-Roland, je suis responsable du mécénat à la Gaîté Lyrique, qui repose sur 25%, c'est 25% de budget du mécénat. Et j'ai appris mon métier aux États-Unis, notamment au BAM, qui est le frère outre-Atlantique des Bouffes du Nord. Et là-bas, un des outils vraiment indispensables de la levée de fonds, ce sont les trustees. Alors les trustees, ce sont les membres des conseils d'administration, des lieux, tout ce qui est non-profit. Ça peut être les universités, les hôpitaux, tout ce qui recherche des fonds. Qui sont un club de philanthropes, d'hommes d'affaires et de personnalités, dont l'une des missions est la levée de fonds. Et l'une des principales missions, c'est même pour ça, ils doivent parfois payer
pour faire partie du board, c'est la levée de fonds. Alors, je suis assez admirative de ce qu'a fait les Bouffes du Nord, notamment autour de la présidence de la banque d'affaires Odo, qui a réussi à reconstituer un peu cet esprit club. Le conseil d'administration du Châtelet est aussi doté de personnalités. Il me semble que Mathieu Pigas en fait partie, je peux me tromper. Alors, j'avais une question pour messieurs Chopin et Mantéi. Comment est-ce que vous arrivez à impliquer vos board members, et est-ce qu'on peut imaginer d'en faire des trustees à l'américaine? Ah, ça rigole plus, là. Hein. Bon, déjà, je constate que vous avez été à bonne école, travaillé avec Jo Melillo dans cette institution merveilleuse. Et en effet, je parlais d'Atis tout à l'heure, quand nous avons donné Atis à New York, à la BAM, il y avait un dîner de gala avec les mécènes, et c'est vrai qu'il se déroulait d'une autre manière. Il y avait une autre atmosphère que celle que l'on connaît à l'Opéra Comique ou dans d'autres institutions parisiennes. Et chaque mécène prenait la parole d'ailleurs pendant tout le dîner. C'était assez étonnant. C'est un peu dans cette idée nous on a créé le cercle des partenaires des Bouffes du Nord avec Fatine Leit et puis quelques personnalités autour d'elle. Je ne vous cache pas que c'est un long travail, on réfléchit ensemble à trouver des entrées, des projets spécifiques. Il y a beaucoup d'idées qui vont naître, sur lesquelles on travaille collectivement. On verra qu'un peu comme l'idée d'Omensch, qui a marché d'une certaine manière, qui était un peu innovante, on est obligé d'inventer un système un peu analogue, je dirais à la française, qui sera quand même toujours un peu différent. Jean-Luc Choplin, on verra des trustees au Châtelet? Oui, on essaye déjà. Enfin, je veux dire, on a aussi notre cercle des amis du Théâtre du Châtelet, donc, qui est là comme association pour travailler sur le mécénat. Nous créons des sociétés dans les principaux pays. Nous avons les American Friends du Théâtre du Châtelet. Nous créons les amis japonais du Théâtre du Châtelet, les amis russes du théâtre du Châtelet. Il avance ses pions, hein. Oui, mais on vient de recevoir notre premier chèque des American Friends, j'en suis très content. J'attends le chèque des amis russes du Théâtre du Châtelet, dont nous avons peut-être le premier membre ici aujourd'hui, enfin j'espère. On va en parler. Non, le problème que vous posez, il est très réel. Par exemple, le Théâtre du Châtelet est une association de la loi 1901. Nous avons un conseil d'administration qui est de 16 personnes aujourd'hui, qui sont la plupart du temps nommées, si vous voulez, comme un peu des personnalités qualifiées, c'est-à-dire qui ont été dans le monde culturel, qui ont participé à la vie culturelle de Paris, et qui ne sont pas forcément, si vous voulez, des gens qui sont complètement impliqués, en quelque sorte, dans le fonctionnement de l'institution. Alors, ce que je suis en train de faire, et c'est une très bonne question, je suis en train de restructurer, évidemment, avec la bénédiction de notre tutelle principale, à savoir le maire de Paris, un petit peu notre association, et d'y faire rentrer, bien sûr, elles sont déjà les personnalités qualifiées, capables d'avoir un regard sur ce que nous faisons, mais aussi effectivement des banquiers, nous en avons des chefs d'entreprise importants, il y en a un qui rentre très bientôt, et pour arriver à avoir au fond alors ce ne sera pas comme aux États-Unis, puisque par exemple si je prends le board du Metropolitan Opera, où vous devez payer $50 000, $100 000, donc vous avez un vrai ticket d'entrée si vous voulez. Et ça en France, non? Par exemple la Société des Amis du Louvre ou la Réunion des musées nationaux, c'est plus... en fait, qu'on comprenne bien la différence entre ces trustees américains et puis ces cercles d'amis de grands musées qui sont là aussi pour lever des fonds, pour essayer d'aider à la vie du musée et à son développement. Quelle est la différence? Il y en a une qui est un peu historique quand même, et une deuxième qui est un peu de moyens quand même aussi. C'est-à-dire que les trustees, effectivement, qui rentrent dans ces cercles, alors quel qu'en soit le nom, mais qui commencent par contribuer $50 000 pour pouvoir simplement être partie prenante, et qui sont individuels, il n'y en a pas non plus des millions en France. La situation... Non, mais les grands dyners où on prend une table pour 15 000 €... Ça arrive, et ça arrive de plus en plus. C'est-à-dire qu'effectivement,
les amis, qui soient là encore corporate, d'entreprise ou individuels, ça évolue, ça se multiplie, mais la quantité de gens à qui on peut poser cette question-là en France par rapport aux États-Unis, elle est quand même plus limitée, à la fois en nombre d'entreprises et certainement en nombre de particuliers. Donc les organisations à la fois de revenus et fiscales des uns et des autres ne sont pas non plus totalement transposables en exemplaires multiples. Oui, dernière question. Au-delà de l'histoire et de la reconnaissance. Oui, et j'ajoute qu'à l'Opéra Comique aussi, on le fait bien évidemment avec Charles-Henri Philippi, la MOC, toute une équipe qui travaille autour. Et on invente là aussi des projets dont je ne peux pas vous parler là, sinon Jean-Luc Choplin va se précipiter dessus et on va prendre les idées. Les trustees, là dont on parle, ce sont les vrais administrateurs de la société, c'est-à-dire ils ont une responsabilité. Comme au conseil d'administration. Ils sont au conseil d'administration. Il y a des conseils d'administration. Vous en faites partie. Il y a absolument des conseils d'administration avec des gens qui ont un rôle d'administrateur et d'implication, c'est-à-dire qui mettent du temps et de l'expertise technique ou de la notoriété ou de l'engagement. Et vous y êtes à l'Opéra et à la RMN. Oui, alors ça, c'est deux missions différentes. Il y a celle-là qui est d'administrateur, mais qui est effectivement une forme de contribution et de mécénat, parce qu'on y donne son temps, son engagement et son implication, et éventuellement sa liste de contacts et un certain nombre d'actions qu'on peut conduire. Et puis il y a celle des trustees au sens plus monétaire du terme. Et là, il faut se réjouir qu'effectivement, les musées ou les institutions françaises puissent avoir des cercles d'amis français, mais aussi des cercles d'amis étrangers qui sont effectivement capables de contribuer. Et il faut s'en féliciter. Et tant mieux si le cercle américain des amis de toutes nos institutions est capable de fournir, en trouvant une contrepartie pour eux, à la fois dans l'intérêt et dans la contrepartie de ce qu'ils attendent comme échange. Monsieur. Ça marche, oui. Je m'appelle Jérôme Cohen. Je porte un projet avec quelques partenaires de salles de spectacle mobile. Son but est d'apporter dans des territoires qui en sont privés la création artistique la plus, je dirais, exigeante. Donc il y a à la fois une vocation culturelle en favorisant l'accessibilité de public à ce type de création, et puis sociale, puisqu'à travers des débats et toute autre action, on veut favoriser la mixité sur les territoires où on s'installe. Disons que le projet rencontre un accueil très favorable, mais il est difficile de lever les premiers financements importants, les premières contributions. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Non, j'y viens parce que je trouvais que le débat était très intéressant. Mais la question, c'est une question, c'est un conseil. C'est-à-dire que comment vous, qui faites ça très souvent au Châtelet, ou à l'Opéra Comique, ou au Bouffe du Nord, ou ceux qui contribuent au financement, quels conseils vous donneriez pour trouver les premiers fonds qui sont des fonds, je dirais, fondamentaux, ce qui permettent d'amorcer la démarche, en fait. J'ai écrit à Mazars, je crois, la semaine dernière, mais ça n'a rien à voir. L'argent est donné au Châtelet, donc. Non, mais Christophe, vous évoquiez tout à l'heure le démarrage avec Accentus, au cœur de chambre, Laurence Equilbet, qui est une aventure artistique magnifique. Et ben justement, on était dans cette situation-là. Le chœur n'était pas professionnalisé. C'était une association, un projet artistique mené par un artiste, mais il n'y avait aucune structuration. Et le projet a existé grâce à l'époque à la Fondation France Télécom, qui, avant l'État, avant les collectivités, a soutenu le projet. Mais comment vous avez fait? C'est ce qu'ils vous demandent. C'est-à-dire comment ça a fini par marcher avec eux Alors justement, était-ce un autre temps? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a eu volonté de porter un projet artistique, de soutenir un projet, d'être au démarrage, même si ça pose après la question de un mécène peut-il se retirer d'un projet qu'il a initié? C'est une vraie question. J'entends pour l'équilibre financier du projet, mais c'est parti d'un coup de cœur, c'est parti d'un désir, c'est parti aussi d'une mission de France Télécom qui accompagnait l'art vocal. Hein, mais à part ça, ça repose quand même sur des choix artistiques. Il n'y avait pas de... Donc si votre projet, qui a l'air tout à fait intéressant, a une raison d'exister, ce que j'imagine très bien, il peut peut-être aussi avoir une raison de convaincre un partenaire privé qui va rentrer dans l'aventure avec vous et être à l'initiative de sa création. Jean-Luc Choplin, comment on fait pour décider les plus récalcitrants à venir participer à la grande aventure? On a parlé tout à l'heure de la passion, de l'enthousiasme, du partage, de la générosité. Je crois qu'il faut sans arrêt essayer de trouver les hommes, les femmes, enfin je veux dire, qui vont
se passionner pour votre projet et vous aider à franchir la première marche. Je crois que c'est voilà, c'est des multiples... Je veux dire, c'est une bataille. Nous, on le fait sur des projets ponctuels. On essaye, alors évidemment, on est déjà beaucoup plus installé et, avec une longue histoire, mais quand on veut lancer des nouveaux projets, pareil, je veux dire, on essaye de convaincre et c'est une aventure formidable, une aventure humaine, le mécénat. Ça, la force de conviction par rapport à l'État, on revient entre devoir et passion. Il y a l'examen froid de la situation du projet, et puis il y a le côté coup de cœur. Vous avez utilisé l'expression tout à l'heure. Ça, c'est fondamental pour vous? Ah oui, absolument. Il y a les deux. Et Olivier a raison de dire que pour Accentus, ça a été un développement. Il omet de dire tout l'acharnement qu'il a mis lui-même avec les autres pour que tout ça, la première marche de l'escalier, soit suivie de toutes les autres marches de l'escalier qui étaient très longs et qui durent encore. Mais c'est vrai qu'au-delà du premier, c'est de longue haleine. Ce sont des efforts qui sont très ardus. Et c'est vrai que je mesure parfaitement la difficulté de faire exister des nouveaux projets dans un environnement qui est en effet très concurrentiel. Alors il faut à la fois raison et passion. Il faut arriver à trouver les bonnes fondations ou les bons interlocuteurs, qu'ils soient individuels ou d'entreprises ou de fondations ou de statuts divers ou hybrides, qui se retrouvent comme France Télécom dans la voie, comme d'autres dans d'autres formes de culture, comme la partie française qu'évoquait Anne Belvez pour la Russie. Donc il faut trouver ceux qui portent les valeurs que vous pouvez défendre et puis aller les convaincre et emporter à un moment donné l'enthousiasme par le fait que ça colle avec ce qu'ils sont. La crédibilité qu'on donne à un projet. C'est vrai que personne n'a envie de détourner de l'argent de quelque chose d'autre, parce qu'en fait, c'est quand même toujours un choix, et ce qu'on donne aux uns, ça veut dire qu'on ne les donnera pas aux autres. Donc il faut arriver à être... C'est plus un concours qu'un examen. Il faut arriver à convaincre que cet argent-là ou cet engagement-là, sous une forme ou sous une autre, sera bienvenu et qu'il est légitime et que ce ne sera pas d'arroser le désert. Donc c'est un vrai projet qui est crédible et qui sera dans le temps une vraie réponse nouvelle, enthousiasmante, passionnante à des gens, et d'avoir ce supplément d'âme qui fait que la raison est ensuite accompagnée d'un élan. Bon, supplément d'âme, je pense que c'est une très belle expression pour terminer cette rencontre. Merci à vous, je crois que vous pouvez les applaudir pour leur précision, leur humour aussi. Merci à vous et à bientôt.